Moi, je suis Constance, je Ouais. m'occupe de Calaouette en France. Je voulais vous informer qu'on va enregistrer ce live qui sera ensuite diffusé sur la chaîne YouTube de Calaouette France. Voilà, ce que je vous propose, c'est avant que Chani prenne la parole, moi je vais laisser à tous les membres de Calaouette de se présenter, puisque je pense que vous ne devez pas les connaître. Il y a la France, la Suisse, la Belgique qui va se présenter. Et ensuite, donc, Chani s'exprimera. Et aussi pour les questions, sachez que vous pouvez en poser pendant toute l'intervention. Ça peut être à Chani, évidemment, mais aussi si vous en avez pour d'autres personnes de l'équipe, bah, n'hésitez pas. On y répondra avec grand plaisir. Et cette réunion va durer 1 heure. Réunion, conférence, je ne sais pas comment il faut l'appeler. En tout cas, merci à tous d'être là. C'est super qu'on puisse vous voir. Très bonne année. Voilà, et je laisse donc à Jean-Marc le soin de prendre la parole pour démarrer. Bonjour tout le monde. Donc je suis Jean-Marc Bourg, je suis trésorier depuis 2011 et je suis aussi comptable depuis 26 ans. Euh, Karine, Bonjour à tous, moi c'est Karine Létane, donc je suis secrétaire de Calaouette et je m'occupe d'envoyer les colis quand vous passez des commandes sur la boutique en ligne. D'ailleurs, n'hésitez pas, on a des super sweats qui viennent d'arriver. Voilà. après je crois qu'il y a Patricia. Bonjour, moi c'est Patricia Kounen, je suis responsable de l'ASBL Calaouette Belgium, c'est-à-dire l'association que nous avons créée en 2014 pour pouvoir récolter des dons en Belgique. Et nous avons une équipe de choc, comme je l'ai dit, de, de bénévoles qui exercent sur les stands en Belgique. Et voilà. Si. Fabien, Eh bien, bonjour tout le monde, et puis meilleurs vœux. Donc moi, je suis l'informaticien, enfin l'un des deux informaticiens, on va dire, avec Jérôme, mais qui je crois n'a pas pu se connecter aujourd'hui. Et plus particulièrement, je m'occupe du site internet, en tout cas la partie technique, et la partie technique de la boutique depuis peu. merci Fabien. Après on a Julien et Oui. peut-être Jean, là je ne sais pas. Non, il n'y a que Julien. Donc, Julien Buet. Donc, j'ai fait Calaouette Suisse en 2020, tout comme la Belgique, pour récupérer des dons pour la Suisse, afin d'obtenir la déduction fiscale suisse. Et puis, envoyer tout ça à Chani pour qu'il nous fasse de belles réserves de forêt. J'ai quelques bénévoles avec moi. Je voulais quand même noter Myriam qui m'accompagne toujours sur les stands. J'ai Geneviève aussi de temps en temps qui m'accompagne. J'ai deux Aurélie et puis Tarja et Stéphane. Mais j'ai besoin de bénévoles si jamais pour la Suisse. Merci. Et ensuite Nathalie et Arnaud. Alors, je commence. Bonjour, je suis Nathalie Lotigier. Nous, on connaît Calaouette depuis de nombreuses années. On est donateur parce qu'on adore Calaouette. Et depuis 3 ans, on a proposé à Constance et à Chani de devenir bénévoles et ils ont heureusement accepté. Moi, je m'occupe plutôt des réseaux sociaux, voilà, de la communication sur les réseaux sociaux en collaboration, bien sûr, avec Constance. Et moi, de mon côté, donc bonjour à tous. Moi, de mon côté, en fait, je prépare des images pour les réseaux sociaux en Europe. Et je fais aussi un peu de prospection de partenaires, donc en collaboration avec Constance. Ah, merci. Donc voilà notre équipe de choc, France, Belgique, Suisse. Et j'en profite aussi pour remercier tous les bénévoles qui nous aident, que ce soit en France ou Belgique et Suisse. Votre aide, elle est précieuse, sachez-le, même si c'est parfois du ponctuel, on a besoin de vous. Voilà, donc ça, je le dis et je le redis, un grand merci pour votre aide. Et maintenant, alors juste une chose, j'ai envoyé un petit message sur le chat pour être sûr que ça fonctionne bien, puisque c'est par ce biais que vous pourrez poser des questions. Voilà, donc si vous pouvez juste confirmer que tout est bon. Et puis, je laisse la parole à Chani. Voilà, merci.
Bonjour à tous et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous en ce début d'année, une très très bonne année 2025. On commence par les vœux, normal, et aussi un grand merci à vous tous puisque l'année 2024 a été aussi riche en événements avec plein de stands et voilà, donc tout ça pourrait pas exister sans tous les bénévoles et vous tous qui aidez Calaouette. Donc avant tout un grand merci en ce début d'année et puis on espère qu'on fera encore tous encore plus en 2025 pour Calaouette. Et c'est d'autant plus un plaisir aujourd'hui d'avoir cette réunion avec vous tous qui soutenez Calaouette parce que j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Ce début d'année 2025 se présente très très bien pour les animaux, pour la forêt et pour tout ce que Calaouette a entrepris. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ça sera plus intéressant de faire par des questions aussi. Donc je vais pas être très très long à vous expliquer les actualités de Calaouette. J'espère que ça sera un échange. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et pour débuter. Vous savez que mon Calaouette maintenant se focalise sur la création de ces réserves pour protéger les animaux. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer vraiment que pour que ça soit aussi bien Doulan que à Bornéo, que la réserve de Soupayan à Sumatra, et puis par ouais, ici, c'est énormément de positifs. Dans un premier temps, on a de nouveaux soutiens qui vont nous permettre de sécuriser cette année la totalité de la forêt d'Oulan. L'objectif aujourd'hui, qui a augmenté, souvenez-vous, hein, en 2019, je vous parlais d'un millier d'hectares. Aujourd'hui, on pense arriver au mi 2025 à 2500 hectares pour la forêt d'Oulan. Donc l'ensemble de la forêt d'Oulan protégée, tout ça grâce à l'arrivée donc d'un partenaire dans la continuité de Edge of Union. Alors c'est pas encore totalement signé, mais une fondation qui s'appelle Rewild qui devrait prolonger l'aide qu'avait déjà attribué Edge of Union. Souvenez-vous, ce donateur qui nous avait donné, cette fondation, pardon, qui nous avait donné un million de dollars pour acheter des hectares, l'hydravion, etc. Et vient s'ajouter à cela le soutien d'un nouveau donateur qui est parmi nous. Je pense que Georges est par là parmi nous. Donc un petit coucou, un grand merci qui va nous permettre de finaliser en fait la forêt d'Oulan et d'agrandir les projets puisque je l'avais fait un petit post sur les réseaux sociaux. En plus de la forêt d'Oulan, on aimerait protéger la forêt au nord de la province centrale de Kalimantan. Vous savez, cette zone où j'avais fait une expédition il y a plus d'une dizaine d'années. Et eh bien là-bas, on va pouvoir commencer à y travailler et on va pouvoir aussi avoir un second appareil, un second hydravion qui va justement nous permettre d'avoir toujours un appareil qui vole quand il y a des soucis de maintenance, de pouvoir aller n'importe où sur Bornéo pour créer de nouvelles réserves. Et donc, il y a une dynamique extrêmement positive pour concrétiser tout ça concrètement avec les populations locales. Nous, on a toujours autant de soutien des populations locales ici qui veulent travailler avec nous pour nous céder leur terrain pour en faire des réserves communales protégées. Cette année, on va pouvoir agrandir la réserve de Sumatra de 200 hectares. Donc, c'est des très, très bonnes nouvelles. Et pour couronner le tout, vous savez que le point noir de toutes ces dernières années, de ces 8 dernières années, c'était le manque de soutien du gouvernement de Jakarta. On avait un gros conflit avec la ministre des Forêts, donc il y a toujours une crainte d'être toujours sur ses gardes pour les réserves et tous nos projets. Il se trouve que, alors ça va être, c'est rigolo, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, en Indonésie, je fais un petit podcast indonésien sur les réseaux sociaux. Certains épisodes marchent très bien, notamment sur TikTok. Et je me suis aperçu que sur TikTok, le nouveau ministre des forêts indonésien, donc qui est rentré en charge depuis octobre l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il me suivait. Donc, j'ai envoyé un DM au nouveau ministre, puisque vous savez, il y a eu une élection présidentielle, le nouveau président indonésien est rentré en fonction en octobre dernier, donc nouveau ministre. Et le ministre m'a répondu par DM sur TikTok.
Donc, je suis allé à Jakarta il y a une dizaine de jours et j'ai rencontré le ministre dans son bureau avec tous les hauts, très hauts fonctionnaires qui travaillent pour lui, qui jusqu'à présent, moi, me faisaient des soucis, hein, puisque eux, ils sont toujours en place, c'est toujours les mêmes. Et dès les premières secondes du rendez-vous, le ministre a manifesté son soutien complet à Calawet et en insistant très fortement sur ce qu'il n'était pas d'accord sur la politique qui avait été menée précédemment par rapport à Calawet. Et donc, en gros, très concrètement, il nous a dit, il a ordonné à toutes les personnes qui étaient là, enfin qui travaillent pour lui au ministère, etc., de faire en sorte que toutes les réserves créées par Calawet soient officialisées dans le cadastre. C'est-à-dire que sur le très grand, long terme, sur le cadastre, ça devient des zones protégées gérées par Calawet, parce que moi, il est hors de question que je demande des autorisations pour gérer mes propres réserves, mais simplement dans le cadastre, il y a un statut particulier qui est en vigueur qui permet de faire en sorte que plus aucune compagnie ne puisse obtenir de concessions, etc. Donc officialiser ces réserves, pour nous, ben, c'était la dernière pièce manquante. Parce que c'est un soutien sur notre méthode de travail qui est de justement acheter ces terrains au lieu que les gens vendent les terrains aux compagnies et ensuite tous ces terrains en faire des forêts communales protégées gérées par Calawet sur le très long terme. Tout ce schéma-là qui est complètement nouveau, que seul Calawet met en place en Indonésie. Souvent, on était un petit peu, comme on est un peu des pionniers, c'est vrai que c'était pas toujours facile. Et là, le ministre nous dit, ben, c'est génial, c'est très bien ce que vous faites. Moi, derrière, je légalise toutes les réserves que vous avez créées et que vous allez créer. Donc, pour moi, c'est vraiment une porte ouverte. J'ai plus d'ennemis quoi pour créer ces réserves. Donc, ça a été en 3 minutes, il nous a réglé l'énorme conflit qu'on pouvait avoir avec l'ancienne ministre des Forêts. Donc voilà, on s'emballe pas trop non plus parce que c'est un politique. Il peut dès demain partir, on ne sait pas. Mais c'est quand même très très bien. Il veut venir à Calawet. Donc en février, il veut absolument venir signer donc le protocole d'accord, vous savez, qui avait été retardé depuis 2016 par l'autre ministre, le protocole d'accord qui nous permet de nous occuper de nos animaux et surtout de relâcher les animaux, puisqu'on avait de gros soucis pour relâcher. Ils nous autorisaient pas, notamment à Bornéo, parce qu'on n'était pas dans la même province et que le protocole d'accord n'avait pas été signé. Donc ça, nous, on a encore une quinzaine de familles à Bornéo qui peuvent être relâchées. Ça se débloque aussi. Donc on va pouvoir cette année, enfin, puisqu'on a un site dans l'ouest de Bornéo qu'on avait identifié qui est parfait, j'avais fait même une petite vidéo il y a quelques temps. Donc ça débloque le fait de pouvoir relâcher ces animaux et donc du coup de pouvoir mieux loger les animaux qui sont à Calawet parce que ça va faire de la place et tous les animaux qui ne peuvent pas être relâchés ben, vont être tous bien mieux logés du coup en ayant de la place. Et donc il veut signer en grand pompe ce protocole d'accord à Calawet même parce qu'il veut avoir une couverture médiatique aussi en Indonésie. Il sait très bien, et à la différence de l'autre ministre, que voilà, c'est bien aussi pour son image de faire en sorte que le public indonésien voit qu'il soutient Calawet. Donc il veut que ça soit un peu médiatisé tout ça. Donc il va venir en personne en février, normalement, si tout va bien, signer le protocole d'accord et montrer son soutien à Calawet, ce qu'il a déjà fait hein, lors de la réunion à Jakarta. Le jour même, il a posté sur tous ses réseaux la rencontre avec Calawet et son soutien à Calawet. Donc il a affiché. Donc pour nous, c'est aussi un gage, parce qu'il aurait très bien pu me recevoir comme ça pour savoir un peu ce que Calawet fait, mais il avait pas, personne l'obligeait à afficher son soutien publiquement à Calawet et il l'a fait. Donc voilà, ça c'était la très 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 bonne nouvelle. Et donc même Chénie, pour le Nord, oui, du coup, au niveau oui, du relâché, là Constance? tu parlais du renaché de Gibbon, c'était le projet qu'on avait dû interrompre il y a 2 ans, c'est ça, hein? À cause Exactement, des autorités, Constance. justement. Exactement. On avait déjà fait le repérage là-bas et à l'époque, la raison, c'était que le site de relâché n'était pas dans la même province administrative. Mais la vraie raison au-dessus de ça, c'est qu'il n'y avait pas de protocole d'accord avec le ministère de l'Environnement signé. Donc, on était à la merci de n'importe quelle personne dans la région ou du département des forêts qui nous disent, oh ben non, ça nous arrange pas parce que c'est pas dans la même province. Ce qui est complètement ridicule. Donc ça a sauté directement avec le fait que tout le monde se rend compte que maintenant Calawet a le soutien du ministre. Et voilà, donc c'est des très bonnes nouvelles pour Calawet.
Au niveau global, pour l'Indonésie, il y a quand même énormément de soucis à se faire, hein. Ce ministre, il a manifesté son soutien par rapport à Callawet, c'est très bien pour nous. Après, la politique sur les forêts, l'huile de palme, tout ça, malheureusement, on est dans une dynamique qui fait toujours quand même froid dans le dos, parce que le nouveau président a affiché son soutien à l'industrie de l'huile de palme, etc. Mais la relation que Callawet a avec le ministère des Forêts et le ministre en personne, puisque maintenant je communique directement avec lui via sa secrétaire privée, donc je peux lui envoyer des messages si besoin, etc. Donc c'est quand même Et surtout le fait qu'ils nous disent, moi je soutiens la manière dont vous travaillez, puisqu'on le voit sur place, il n'y a aucun conflit, les gens vous soutiennent, etc. Et donc le seul souci que vous avez, c'est que Jakarta puisse un jour peut-être sortir une nouvelle concession dans une de vos zones, donc il faut pas que ça arrive. Donc moi je légalise tout ce que vous faites, quoi. Donc voilà, donc en termes de bonnes nouvelles, c'est quand même des très bonnes nouvelles, quoi. Et, Et ça, euh, c'était jamais arrivé depuis que tu es à Callawet d'avoir d'aussi bonnes relations avec un membre C'est, du c'est ministère des Forêts. avec le ministre ou la ministre, non, c'est jamais arrivé. Et c'est grâce à vraiment le fait qu'on ait une visibilité en Indonésie, qu'on soit connu en Indonésie, qu'on ait le soutien des gens. Donc il y a deux stratégies. Il y a celle de l'ancienne ministre qui dit, ouh là là, c'est un énorme risque Callawet parce qu'ils sont suivis par trop de personnes. Voilà, on s'en méfie et tout. Ou l'autre stratégie de dire, ben on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et moi, en tant que ministre, j'ai aussi cette image de dire je soutiens une ONG comme Callawet et il s'en est pas privé, hein. Le jour même, il publiait sur ses réseaux. Et donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment la dernière pièce qui nous manquait parce que si on a cette notion de droit à la terre en rétrocédant ensuite tout ça comme forêt communale protégée au village dans toutes les zones où on travaille et un partenariat écrit et bien mis en place avec ces villages. Donc il y aurait pas de notion de comment dire, c'était déjà très fort en soi. Et les compagnies doivent dédommager les terres pour faire quelque chose. Donc, elles ne pouvaient pas vraiment travailler. Mais là, toutes les compagnies savent qu'on est soutenu par les plus hautes instances. Donc, il n'y a même pas de conflit, il y a même pas de... On est une assise qui nous permet surtout d'aujourd'hui de pouvoir répliquer. C'est surtout là où c'est important. Nos réserves, elles étaient déjà fortes en soi, mais le fait d'avoir le soutien de Jakarta et affiché, ça nous permet de répliquer ce qu'on a fait à Doulan de partout sans que personne puisse nous dire oui, mais avec le ministère des Forêts, il y a un souci, etc. Sony? Et tu veux dire par là qu'il n'y a plus ce souci de province, c'est ça? Parce que je crois qu'avant, on était Ah, il n'y a plus limité de au niveau des souci. zones d'intervention Exactement. et maintenant, on ne l'est Et plus. Oui, voilà, c'est ça. exactement. Donc voilà, comme on est directement soutenu par Jakarta, en fait, plus personne en dessous va nous créer des soucis et c'est pour ça que nous empêcher de relâcher des animaux simplement parce qu'il y a des frontières de province, hein, tout ça, c'est plus d'actualité. Et pour créer de nouvelles réserves avec Anoua, justement, comme on a maintenant les moyens aériens d'aller dans n'importe quelle zone à Bornéo, avec ce soutien de Jakarta, moi, que ça soit dans l'est, au sud, dans l'ouest, c'est plus du tout un souci. Donc, ce soutien-là, nous donne une force vraiment. Donc, espérons qu'il reste longtemps ministre, celui-là, en tout cas pour nous. L'autre, elle est restée 8 ans, donc j'espère que celui-là, il va rester aussi, au moins aussi longtemps. On a deux questions sur ce sujet, Chani, dans le Oui. chat. Il y a Brice qui demande, malgré tout, existe-t-il un risque futur d'expropriation? Et autre question de Claudine, quel peut être l'impact de la nouvelle capitale sur les forêts de Bornéo? D'accord. Donc, un risque d'expropriation, il y aura toujours un risque. Il y aura toujours un risque, d'ailleurs, quel que soit le pays, hein. Je dis souvent en France aussi, si le TGV doit passer, malheureusement, il passera. Donc, il y avait déjà peu de risques avec la méthode qu'on utilisait jusqu'à présent, même si on n'était pas soutenu par Jakarta, puisqu'on avait quand même le soutien des autorités au niveau des provinces et localement sur ces projets de réserve. Là, en ayant un soutien affiché, le fait que nos réserves apparaissent dans le cadastre et le plan d'occupation des sols comme des zones protégées, il n'y a pas plus fort. Il n'y a pas plus fort. Donc, un risque, il y aura toujours un risque. C'est pour ça qu'il faut rester sur ses gardes. C'est pour ça qu'il faut patrouiller. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une forte présence. Mais voilà, maintenant, le risque est devenu très, très faible, quoi, d'être embêté. Donc,
c'est important. Et la deuxième question sur l'impact de la nouvelle capitale. Alors, la première chose, il faut savoir que la nouvelle capitale est construite dans une zone de Bornéo qui a déjà été déforestée il y a une trentaine d'années, hein. Ils ne coupent pas la forêt pour faire la capitale. Ça, c'est important. C'est des plantations, c'est des monocultures d'EVA et surtout pour le papier à l'époque dans cette zone-là. Donc, à l'étape de la construction, ça menace pas vraiment les forêts. Il y a un peu de soucis un petit peu au sud dans les mangroves, mais c'est assez marginal par rapport à souvent ce qu'on peut entendre. Par contre, on peut s'inquiéter de la dynamique qui va se mettre en place autour de la capitale, dynamique économique qui, elle, peut avoir une influence plus large et qui pourrait ensuite affecter les forêts qui se trouvent plus loin. Donc ça, c'est un des risques. Après, nouveau président, nouvelle politique, nouveau projet. Ce qu'investit aujourd'hui le nouveau président sur la nouvelle capitale, c'est ridicule par rapport à ce qu'a fait l'ancien président qui voulait vraiment être celui qui construit la capitale. Donc, la capitale perd un peu de sa gloire en Indonésie, cette nouvelle capitale, parce que le nouveau président, c'est pas son truc, quoi. Donc, on voit tous les travaux qui se ralentissent considérablement et voilà. D'ailleurs, ça fait plus du tout les news en Indonésie, on entend très peu parler. J'ai d'autres questions qui sont arrivées, Chani. Il y Oui, a une question de Sophie qui demande combien de familles de gibbons doivent être relâchées. on a 15 familles qui ont été sélectionnées. Donc là, il faut un peu, on recommence à les observer parce que l'époque du relâcher, où on voulait les relâcher, il y avait 2 ans et demi de ça. Mais oui, il y a à peu près 15 familles candidates à pouvoir être relâchées de la famille Albirbabis, donc des gibbons à barbe blanche, et donc dans le sud-ouest de Bornéo. Et on a une question de Georges qui est ce projet n'est pas annulé, mais Georges, est-ce que Ah, c'était à propos de la capitale, je pense. j'imagine, ouais. Euh, ouais, non, donc non, le projet n'est pas annulé officiellement parce que ça serait un affront du nouveau président à l'ancien, puisque le vice-président actuel est le fils de l'ancien président. Ah oui, Donc ça serait voilà, ça serait un affront d'annuler directement, mais on sent vraiment que la dynamique n'est plus du tout la même et que c'est plus du tout une priorité pour le nouveau président. Donc a priori, ça prend plus les allures d'une capitale administrative si elle existe, mais très réduite, quoi. d'accord. Question suivante, les 15 familles, ça représente combien d'individus? Qu'est-ce que vous... Ça représente, on est à 32-33 individus. Parce que dans les 15 familles-là, il y a encore des candidates, on n'est pas vraiment sûr qu'ils peuvent s'inverser, etc. Donc les chiffres sont pas encore complètement. Là, dès que le protocole d'accord est signé le mois prochain, donc quand le ministre va venir, si tout va bien, on part direct de nouveau sur le site de relâcher là-bas pour voir comment ça a évolué aussi depuis notre dernier repérage là-bas, parce que les choses aussi changent aussi. J'espère que ça n'a pas trop bougé, mais que c'est pareil. Et à ce moment-là, on va de nouveau construire. Vous savez, la manière, l'idée, c'est de sélectionner un maximum d'individus, les envoyer là-bas, voir ceux qui s'adaptent ou pas, avant même de les relâcher dans les volières d'acclimatation, pour essayer un maximum d'individus, rapatrier ceux qui malheureusement montrent que bah, ils peuvent pas, et ensuite relâcher ceux qui peuvent l'être. Une question de Rose, est-ce qu'il y a d'autres espèces qui peuvent être relâchées? Et j'en profite avec aussi la deuxième question. Ah bien, les gibbons relâchés n'ont-ils pas été stérilisés Très bien. pour leur captivité? Alors, d'autres espèces qui vont être relâchées. Aujourd'hui, à Calaouette, comme on reçoit plus d'animaux depuis quelques temps et on va plus en recevoir, donc on s'occupe simplement des animaux dans nos centres. Il y a des crocodiles. Les crocodiles se sont reproduits, vous savez. Alors, on n'a pas du tout communiqué dessus parce que les autorités nous permettent pas et puis c'est mieux en plus ici. Mais vous savez que les crocos s'étaient reproduits il y a déjà une fois. On a relâché les jeunes l'année dernière. Donc, ils se sont reproduits à nouveau. Là, on a de nouveau des jeunes crocodiles. Je ne l'ai pas annoncé non plus parce que c'est mieux que ça se sache pas parmi les Indonésiens ici et simplement avec les autorités. Donc, il y a encore des jeunes crocos à aller relâcher en hydravion. Et aussi, le fait, l'autre côté positif et la force de Calaouette aujourd'hui, avec le soutien du ministre directement, c'est que nos moyens aériens vont permettre vraiment de pouvoir les aider aussi à protéger des réserves d'État. Et comme les relations étaient
pas bonne avant, ils n'osaient pas nous appeler, enfin voilà, pour aller surveiller une réserve, peut-être attaquer par quoi que ce soit, et même pour relâcher des animaux, c'était compliqué. Là, on va pouvoir, et donc on va relâcher les crocodiles avec l'hydravion. Et la deuxième question, donc il n'y a pas d'autres animaux si ce n'est ceux-là qui peuvent être lâchés. Et non, les gibbons ont pas été, ils ont été comment stériles pendant leur captivité, mais c'est des méthodes réversibles. Parce que l'idée, justement, c'est pour les animaux qui peuvent être relâchés. Les animaux, on leur met des implants sur les femelles. Et elles sont stériles pendant 2 à 3 ans. Et ensuite, avant de les envoyer sur le site de relâcher, même s'ils sont encore en volière d'acclimatation sur le site de relâcher, on enlève les implants et les femelles redeviennent fertiles. Donc, l'idée même, c'est qu'elles tombent enceintes pendant la période de volière d'acclimatation, mais qu'elles aient leur bébé une fois dans la nature. Donc, les seuls animaux qui ont des méthodes de stérilisation permanentes sont les animaux porteurs de maladies et qui pourront, c'est sûr, jamais être relâchés comme les herpès simplex ou les hépatites. Donc, ces animaux ont fait une vasectomie des mâles. Donc, c'est surtout pas de castration, évidemment, puisqu'on veut garder des animaux qui ont une vie sociale normale. Donc, on fait une vasectomie des mâles de ces animaux. Alors, on a une question sur de Brice. Est-ce que les lâchers seront à Doulan? Pas du tout, pas du tout. Donc, la priorité de créer les réserves, c'est de sauver les gibbons qui sont déjà présents dans ces forêts. C'est surtout pas d'en rajouter. Et d'abord, on peut pas. Par exemple, la Doulane, il y a beaucoup trop de gibbons. Enfin, maintenant, ça s'est régulé, mais il y a énormément de gibbons puisqu'ils ont fui la déforestation tout autour. Et l'estimation à Doulane, c'est 300 gibbons sauvages à l'intérieur. Une estimation. Donc, c'est beaucoup de gibbons et c'est génial de les sauver en protégeant leur forêt. Donc, il faut trouver des zones de forêt vides pour pouvoir relâcher des animaux à l'intérieur. Les gibbons étant très territoriaux, et ça a toujours été le gros souci pour Calaouette, puisque ça limite énormément les endroits où on peut relâcher les animaux. Et c'est pour ça qu'on avait trouvé une île très proche de la côte, dans le sud-ouest de Bornéo, qui convenait parfaitement pour les gibbons, et c'est là que les gibbons vont pouvoir être relâchés. C'est pas à Doulan, et c'est pareil pour la réserve à Sumatra. On relâche pas d'animaux dans nos réserves, puisqu'il y a énormément déjà d'animaux sauvages présents à l'intérieur. On a aussi une question de Claudine. Est-ce que la tradition de posséder un gibbon comme animal domestique perdure? Alors, je dirais pas que c'est une tradition, mais le fait d'avoir un animal sauvage chez soi pour montrer qu'on a une forme de statut est quelque chose de quand même encore assez présent, quoi. Et malheureusement, le manque d'application de la loi fait qu'il y a encore énormément d'animaux détenus chez les gens. Mais encore une fois, comme la loi n'est pas appliquée, ça reste un gros souci. Et c'est une des raisons aussi pourquoi Calaouette aujourd'hui va se focaliser pour sauver ces gibbons qui sont dans ces forêts. Parce que les animaux qu'on reçoit dans nos centres, par exemple, là, on a 300 et quelques gibbons qui sont dans nos centres. Il n'y a pas eu un seul de ces propriétaires qui ont été inquiétés par la loi, par exemple. Donc, les gens, au contraire, on a plus des gens qui nous ont donné un gibbon il y a quelques années via les autorités et qui reviennent 10 ans plus tard avec un nouveau gibbon parce que quand ils nous en avaient donné un, ils en avaient pris un derrière. Donc c'est là où il y a une énorme frustration pour nous. Et c'est ce que j'ai expliqué. D'ailleurs, j'ai eu le temps d'expliquer ça aussi au ministre parce qu'il m'avait posé la question pourquoi on recevait pas d'animaux. Parce que ben, la loi n'est pas appliquée, donc on se sent un peu impuissant. Et je reprends toujours l'exemple de Doulan. Imaginez-vous si on n'avait pas trouvé Doulan fin 2019. Eh bien, aujourd'hui, la forêt n'existerait plus là-bas et on aurait perdu 300 gibbons. Et aujourd'hui, ces 300 gibbons, ils sont en plus des orang-outans, en plus de tout ça, ils sont sauvés et j'ai même pas à m'en occuper, quoi. Ils sont dans leur forêt. Donc, c'est juste l'idéal. Ensuite, en fait, c'est un peu lié, hein. Il y a Julien qui demande, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai entendu qu'il n'y a plus d'accueil de nouveaux animaux dans les centres. Oui. Pourquoi cette décision? Alors, on reçoit plus de gibbons, enfin d'animaux dans nos centres depuis le Covid. Euh, Parce que dans un premier temps, la collaboration avec le ministère de l'Environnement s'était extrêmement dégradée. Et surtout, on voulait faire en sorte que je relâche des animaux à la va-vite, simplement pour gonfler des chiffres, des statistiques. Et moi, il est hors de question de recevoir un animal à Calaouette si j'ai pas la certitude de pouvoir le relâcher comme je le souhaite.
Donc ça, c'est déjà une des choses. Comme je le souhaite, c'est-à-dire, enfin, pas comme moi je le souhaite, mais comme il faut faire, c'est-à-dire en suivant les guidelines d'AICN, tout le protocole qui a été mis en place par des experts pour ne pas menacer l'écosystème où on relâche le gibbon, faire en sorte que le gibbon ait le plus de chances possible de survivre, etc., etc., etc. Donc ça, c'est déjà pas possible. Ensuite, il y a aussi une part d'introspection de Callaway sur les 26 ans passés en Indonésie et le très faible taux de réussite. Et il faut regarder les choses en face, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'animaux qui peuvent être relâchés sur le nombre d'animaux qu'on reçoit dans nos centres, sur le nombre d'animaux qui disparaissent à cause de la déforestation. Et même par rapport aux autorités, même si les choses aujourd'hui se passent mieux avec les autorités, j'ai pas envie non plus de servir un peu d'alibi et de dire, regardez, bon là, il y a de la déforestation, mais les animaux, on les récupère via Calauet, regardez, ça se passe bien. Donc on est beaucoup plus efficace si on sauve ces gibbons lorsqu'ils sont encore dans les arbres. Donc il faut absolument, vu la vitesse de la déforestation, vu le nombre de ces poches de forêt qui existent, qu'on a déjà identifiées, qu'il faut essayer de sécuriser, où il y a des gibbons à l'intérieur qui nous attendent et tout le reste de la faune, on est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus, comment dire, satisfaisant de se dire on a dépensé tant d'argent, tant d'énergie, on est arrivé à sauver tous ces animaux. Allez vraiment les sauver parce que est-ce que c'est vraiment sauver ces animaux que les recevoir à Callawet et de les mettre en boîte? Pardon du terme, mais c'est un peu ça, c'est un peu frustrant de voir ces animaux en cage et très peu d'entre eux peuvent être relâchés. Donc j'ai pris cette décision qui est pas facile, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animaux et malheureusement avec les années il y en a pas moins détenus chez les gens, il n'y en a pas moins j'ai pris cette décision que Callawet devait se focaliser pour sauver les sauvages et la forêt avec, parce que là, c'est satisfaisant. Là, quand vous sauvez une forêt, vous avez ces animaux qui vivent pleinement. Donc voilà, c'est un choix de Callawet de ne plus recevoir d'animaux et de se focaliser sur la création de réserves. Alors, question suivante, chérie, de David et Emma. Pouvez-vous nous parler de l'association ANWA qui gère les forêts? Est-ce en Ouais. complément de Callawet? Quel est l'impact de la protection des forêts à long terme? D'accord. Donc, si vous voulez, l'association Callawet France soutient en Indonésie les activités de Callawet, mais pour des raisons légales, de sécurité aussi des partenariats qu'on a avec les différentes entités. Donc, il y a le ministère, oui, pour les animaux, mais il y a aussi les villages, il y a aussi les districts, les chefs de district, la province, etc. On a tout scindé. C'est-à-dire que Callawet, l'association Callawet Indonésie, elle va s'occuper uniquement du partenariat avec le ministère de l'Environnement. Ça veut dire que si la situation se dégrade avec le ministère de l'Environnement, ça n'a pas d'impact sur les autres projets. Parce que les autres projets, notamment toutes les réserves, donc, sont gérées par ANWA. ANWA, c'est exactement le même statut que Callawet Indonésie. C'est une association indonésienne, qui s'appelle ANWA, donc Aksi Nyata Untuk Alam, Action concrète pour la nature. Et tout ce qui est réserve, protection de l'habitat, collaboration avec les villageois pour la protection de l'habitat, c'est ANWA. Donc c'est vraiment pour faire en sorte que ça soit séparé pour que tout soit menacé si un pan des activités de Callawet a des soucis à un moment donné. Et il y a même plus, puisqu'il y a Borneo Flying Club qui est aussi une entité légale à part, qui gère toutes les activités aériennes. Parce que là aussi, on va s'attirer de nouveaux ennemis peut-être à certains endroits, parce que ils n'ont pas vraiment envie qu'il y ait des gens qui volent au-dessus d'une mine illégale ou des choses comme ça. Et si on a un conflit, eh bien, ça va pas menacer. Si quelqu'un un jour décide de dire, ben non, on veut plus que l'avion vole dans cette partie, ou on veut plus d'activité, eh bien, c'est complètement séparé de Callawet. Donc, c'est pour ça, c'est le choix stratégique pour mener ces activités. Et l'impact sur la protection des forêts à long terme, euh, elle est aussi forte que celle de Callawet si c'était appelé Callawet, si vous voulez. Ça reste Callawet France, c'est une association sœur en Indonésie pour mener à bien ces projets. Et c'est une gestion sur le très long terme de ces forêts communales créées par Callawet, basées sur le foncier. Donc je dirais que c'est une force même qu'elle soit gérée aujourd'hui par Callawet et par ANWA et pas par Callawet, parce que justement, bon, les relations se sont normalisées avec le ministère de l'Environnement, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau conflit, et c'est super important justement de bien scinder les activités sur place, même si, vous l'avez compris, c'est les mêmes personnes. C'est nous c'est simplement légalement qu'on on a scindé les choses. Alors, on a une question ensuite de Georges qui demande mais si le relâcher est rendu possible, pourquoi ne pas continuer avec les infrastructures existantes sans investir plus?
On s'est évidemment posé la question. Après, sans investir plus, c'est pas possible parce que recevoir de nouveaux animaux, c'est extrêmement coûteux. Pas simplement en termes d'infrastructure, mais en termes de soins, en termes de. Donc, ça a été une décision qu'on a pris vraiment de se focaliser sur ces forêts. On doit tout. En fait, on a au niveau du timing. Ces poches de forêt, elles vont pas rester là indéfiniment. Il faut vraiment mettre tout ce qu'on a en notre pouvoir pour essayer de sauver un maximum. Donc, à s'éparpiller, essayer de recevoir, d'abord sauver les animaux, aller les récupérer chez les gens, ce que je veux dire. Et toutes ces activités sont extrêmement chronophages et du coup aussi coûteuses. Et je crois aujourd'hui, dans l'intérêt des gibbons, on sauvera beaucoup plus de gibbons si on se focalise à 100% sur ceux qui sont encore dans les arbres mais qui sont menacés à très très court terme. Et il faut toujours avoir ça en tête, c'est que c'est des poches de forêt qui diminuent comme peau de chagrin, et c'est le dernier espoir pour des dizaines et des centaines d'animaux, quand on parle de gibbons dans la plupart des cas. Donc il faut tout mettre en œuvre pour sauver ces zones-là. Donc c'est vrai que c'est un vrai virage qu'on a déjà entrepris maintenant depuis plusieurs années, mais je crois il y a aussi un moment où il faut être honnête. La réhabilitation des gibbons, dans le contexte indonésien actuel et de déforestation, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a trop peu de résultats positifs par rapport à tous les efforts menés pour essayer d'aider ces gibbons. Donc, c'est un choix qui est compliqué, hein, qui est compliqué à faire, mais dans le contexte indonésien actuel, et encore plus maintenant qu'on a le soutien de Jakarta, il faut se dire on va sauver un maximum de gibbons et vraiment les sauver, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur forêt, quoi. Aujourd'hui, moi, ça me satisfait plus de recevoir un gibbon et d'avoir l'impression de l'avoir sauvé parce qu'on l'a peut-être récupéré d'une corde où il était attaché de seulement 1 mètre, où il souffrait le martyre, c'est vrai. Mais le mettre dans une cage à cacahuètes et dans 90% des cas savoir qu'il ne pourra pas être lâché et en avoir la gestion du coup sur 30 ans, parce qu'un gibbon ça vit longtemps, c'est des choses, voilà, c'est un choix qui a été fait, mais je sais qu'il n'est pas évident mais en tout cas voilà, c'est le tournant qui a été pris. Alors, du coup, là, c'est moi qui ai une question. Oui. Le projet à Mentawai, euh, Mm. dans l'archipel de Mentawai, est-ce que tu nous parlais il y a quelque temps d'un projet de réserve? Ouais. Est-ce que enfin, est-ce Pa- que c'est faisable? Alors, partout où on a des infrastructures et des centres de soins, donc évidemment qu'on va s'occuper de tous nos animaux enfin, le mieux possible. Et le fait, encore une fois, de relâcher les animaux qu'on peut relâcher va libérer la place et on va encore mieux s'occuper de ces animaux. À Mentawai, à Sibérut, on a un centre de soins. On n'a que 4 gibbons là-bas. Sur ces 4 gibbons, malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment qui sont vraiment prêts à être relâchés. Et comme on a les infrastructures là-bas, l'équipe là-bas, ben, c'est de travailler avec les populations locales pour voir ce qu'on peut faire pour les aider à protéger leur forêt. Il y a une zone en particulier, alors rien n'est définitif parce qu'on n'a pas, il y a encore plein d'acteurs à rencontrer sur le terrain, à discuter, etc. Il y a plein de repérages qui sont en train d'être faits actuellement par Avi, qui est la manageuse là-bas. Mais l'idée, ce serait, là-bas, c'est pas possible de faire du foncier, parce que les populations locales, hein, si vous voulez, les ethnies qui gèrent une zone n'ont pas de titre de propriété reconnu par l'État, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur l'exemple des compagnies forestières, malheureusement, là-bas, qui font beaucoup de dégâts. Et elles, ce qu'elles font, quand elles doivent travailler dans de nouvelles zones, comme elles ne peuvent pas acheter les terrains, elles achètent au mètre cube le bois qu'elles vont extraire. Donc l'idée, c'est d'aller vers les ethnies, de faire des repérages, de quantifier le bois et d'acheter les mètres cubes de bois sans les couper. De dire, ben voilà, cette forêt-là, elle vous rapporterait tant si vous vendez le bois à la compagnie, parce que vous vendez par mètre cube. On va faire le même repérage que fait une compagnie forestière en mesurant les arbres, etc. Ce que font les compagnies, chiffrer ça et dire, ben voilà, nous, on va chercher des fonds pour vous donner la même, ben, enfin, le même soutien. Mais il faudra en faire des forêts communales protégées. Alors dans certaines zones, parce que le contexte de Mentawai est différent, il y aura peut-être des zones où la chasse traditionnelle sera toujours autorisée, ce qui n'est pas le cas par exemple à Bornéo, etc. Mais ce sera que par des moyens traditionnels, c'est-à-dire qu'une chasse traditionnelle, elle se fait avec l'arc,
en Indonésie, enfin à Mentawai, etc. Donc tout ça, il faut le façonner. On n'est pas encore sûr. Est-ce qu'il y a des animaux, par exemple, tout ce qui est primate, qui est en danger, etc., qui pourra pas être chassé? Est-ce que tout ce qui est cochon, etc., enfin, ça pourrait l'être? Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. C'est toute cette complexité quand on commence à travailler dans une nouvelle zone, même si ça reste l'Indonésie, culturellement, tout ça, c'est complètement différent. Donc, enfin, l'équipe là-bas, il travaille dur, Avi me tient au courant. Et donc, j'annoncerai un peu ce qui va se passer là-bas dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, rien n'est arrêté. Je peux pas dire à 100% que ça va voir le jour. Je peux pas dire, en tout cas dans cette zone, hein, la zone qui nous intéresse, c'est presque une île de forêt en fait. C'est pour ça que ça nous intéresse parce que c'est la zone la plus en danger aujourd'hui et elle est encore connectée un tout petit peu à une plus grande forêt. Donc voilà, on est encore à l'étape de repérage. Merci. On a une question ensuite de Georges qui demande le gibbon est-il plus menacé que l'orang-outan? Alors, la complexité du gibbon, c'est qu'il y a plusieurs espèces. Certaines espèces, notamment à Mentawai, l'espèce de gibbon de Clos est bien plus menacée que l'orang-outan, hein, par exemple. Après, sur Bornéo, non, l'orang-outan est plus menacé, mais l'orang-outan s'adapte mieux à un environnement dégradé. Donc, si c'est une monoculture, ben là, on perd tout. Mais si c'est une forêt dégradée, l'orang-outan qui se déplace au sol, vous l'avez vu sur mes vidéos, parfois Maurice descend au sol, etc. Donc, il peut passer d'une île de forêt à une autre. Le gibbon, lui, peut pas. Donc, dans certaines zones, même s'il y a plus de gibbons, ils vont disparaître plus vite que l'orang-outan. Donc, ça va dépendre des espèces de gibbons. Le gibbon de Java, par exemple, est très menacé. Le gibbon de Klos est très menacé. À Bornéo, il y a encore des poches de forêt, de nombreuses poches de forêt où les populations de gibbons sont viables. Donc voilà, c'est plus l'orang-outan si on parle de Bornéo. Ensuite, on a une question de Brice. Serait-il possible d'avoir la gestion de forêts publiques pour avoir plus de foncier sans avoir à investir? Alors, la gestion de forêts publiques, c'est pas possible en Indonésie. On n'est pas comme sur des pays comme le Kenya où il y a des vrais partenariats où les ONG peuvent vraiment agir concrètement, main dans la main avec les autorités pour protéger une zone, un parc national ou des choses comme ça. Par contre, à une certaine mesure, on peut les aider. Par exemple, ils sont très intéressés, du coup, maintenant le nouveau ministre par l'aérien. On va pouvoir aider les autorités à protéger des forêts s'ils nous appellent pour aller checker des choses, s'assurer que la compagnie à côté rentre pas dans la forêt publique, etc. L'idée du ministre, c'est devenu de lui hein, pendant la courte conversation, parce que je suis resté à peu près 30-40 minutes avec lui dans le bureau. Notre concept de créer des réserves comme on le fait l'intéresse pour des zones adjacentes à des parcs nationaux ou des zones protégées, par exemple. Et où Callawet pourrait faire la même méthode que ce qu'on fait actuellement sur des zones sensibles qui sont connectées à des parcs nationaux, par exemple, pour faire des zones tampons, si vous voulez. Ça, ça a été des choses évoquées. Mais après, voilà, avoir 100% la gestion d'une forêt publique, ça serait pas possible. On peut avoir un partenariat pour aider à faire des patrouilles et des choses comme ça. Mais par contre, il faut une notion de résultat. Ça a été fait dans le passé, il y a de nombreuses années. On avait essayé de faire ça. Après, il faut qu'on soit, si Callawet investit dans la protection d'une zone qui appartient à l'État, il faut qu'on ait des garanties. C'est-à-dire que si on détecte des choses illégales à l'intérieur, il faut y mettre un terme, tout simplement. Si on me demande de regarder à droite, mais pas de regarder à gauche, ça, c'est pas possible. Et ça avait été le cas à l'époque. Alors ensuite, on a une question de Julien. Est-ce que pour éviter le Oui. problème à la source et en lien avec le changement de stratégie des centres de soins, ne serait-il pas intéressant, si ça n'existe pas déjà, de faire des interventions dans les villages, les écoles, etc., afin d'éviter que les familles récupèrent des gibbons ou autres animaux? Euh, c'est alors dans le village, je dirais qu'aujourd'hui avec notre visibilité en Indonésie, on est beaucoup plus écouté en ayant une approche qui joue sur les réseaux sociaux en Indonésie, notamment maintenant avec le podcast en indonésien que je fais. Euh, les résultats, on les aura plus comme ça. Les villages qui travaillent avec nous, par la force des choses et le partenariat, si vous voulez, le message est déjà passé, il passe bien et il n'y a pas d'animaux détenus dans les villages partenaires de Callawet, par exemple. C'est
c'est pas vraiment à l'ordre du jour le fait, même si par exemple dans les villages partenaires, là, mais c'est en lien avec la collaboration concrète des gens qui nous aident sur place à protéger ces forêts. Donc le message est différent. Mais il n'est pas prévu d'aller à l'échelle, une plus grande échelle, aller dans d'autres villages, parler des gibbons, etc. Aujourd'hui, dans l'Indonésie de 2025, être une vraie présence sur les réseaux sociaux, emmener un message clair de connaissance, mais aussi de voilà sur la faune, sur ce qu'on fait, marche beaucoup mieux pour essayer aller à l'encontre de ça. Même si encore une fois, c'est pas une tradition, il faut bien remettre les animaux qui sont capturés aujourd'hui, c'est pas le braconnier qui rentre dans la forêt pour aller tuer un gibbon et récupérer le bébé et le vendre comme jouet vivant. C'est un ouvrier d'une compagnie d'huile de palme qui se fait un bonus au moment où tous les animaux sont agglutinés dans la poche de forêt qui reste, où ils tuent tous les adultes, que ce soit gibbon, ours, etc., parce qu'ils savent qu'il y a une certaine élite qui sait que voilà, elle peut avoir un gibbon et qu'elle sait que c'est complètement illégal, et elle sait que c'est pas bien, mais il y a ce petit côté, j'ai envie d'avoir un gibbon, quoi. Ou j'ai envie d'avoir un ours, ou j'ai envie d'avoir un croco, ou j'ai envie. Donc c'est bien cette situation-là, quoi. Donc la vraie réponse aujourd'hui, sincèrement, la vraie réponse, c'est l'application de la loi. Parce que c'est pas le fait de dire on sait pas ou c'était une culture ou non. Quand on voit le profil des gens qui ont des gibbons, ce sont la plupart du temps donc des gens qui ont les moyens et donc il faut une application de la loi et cette application de la loi elle n'existe pas aujourd'hui donc c'est quand même très problématique quoi. Alors après, on a deux questions qu'on peut peut-être grouper. Ouais. Donc, bon, Constance mentionne, est-ce que tu peux préciser, est-ce que tu peux nous parler de Supayang à Sumatra, les possibilités d'agrandir la réserve et est-ce que les tigres recensés y sont toujours? Et en parallèle, il y a Georges qui demande, parce que c'est lié, et Georges demande quelle est la taille de la poche de forêt nécessaire pour préserver des familles de tigres. Pour une famille de tigres. Alors, Alors, il y a la question sur l'extension de Supayang. à Sumatra, oui. Sumatra, est-ce Alors, je vais que répondre à celle-ci d'abord. Et alors, sur Sumatra, on a une possibilité d'extension dans les possibilités. Aujourd'hui, la visibilité qu'on a, c'est à peu près 500 hectares. En sachant qu'on marche toujours sur des œufs, parce que le foncier à Sumatra est différent de Bornéo. Vous savez, c'est des groupes familiaux qui ont la main mise sur des dizaines d'hectares à chaque fois. Donc, c'est pas plein de petites transactions, mais il faut avoir affaire avec une famille entière, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette année, on va pouvoir l'agrandir de 200 hectares. Et grâce au soutien de notre nouveau donateur. Et donc, voilà, 200 hectares. Et principalement, on dirige ces hectares-là vers les zones où il y a le plus de danger que des orpailleurs s'installent. Parce que à Supayang, à Sumatra, notre réserve, la vraie menace, c'est les orpailleurs. Et les orpailleurs, pour travailler, ils travaillent de la même manière que nous, pour avoir la légitimité sur les terrains. Ils vont travailler avec ces groupes familiaux, ils vont acheter les terres, les dédommager pour ensuite travailler. Donc on se dirige vers là-bas. Et donc j'avais mis un peu en stand-by Sumatra effectivement ces derniers temps parce que la menace n'est pas aussi grande à Bornéo. Doulan, souvenez-vous, il y avait aussi la menace d'une compagnie de charbon, tout ça. Donc là, on va pouvoir recommencer à sécuriser ces terres à Sumatra et agrandir. Donc c'est la visibilité qu'on a actuellement. je sais Et pas si ensuite, ça c'était quoi la question? Non, mais il y avait une question aussi sur Sumatra, sur la taille de la poche de forêt nécessaire. C'est Georges qui pose la question. Ouais, La poche de forêt nécessaire pour préserver des familles de tigres. Parce qu'on s'imagine. alors, pour que une population soit viable de tigres, il faut parler au minimum de dizaines de milliers d'hectares. Donc, ce qu'on a à Sumatra ne suffira malheureusement jamais si on parle par exemple du fragment de Supayang. Par contre, là où Supayang est extrêmement important, c'est que certes, la dimension d'une forêt est importante, mais surtout ce qu'il y a dedans est encore plus important. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des proies ou pas? Est-ce qu'il y a de quoi manger ou pas? C'est ça qui est le plus important pour les tigres. Donc, ce qu'on observe sur nos caméras trappes, même si certains passent, il n'y a que 2 fois par an, mais ils y passent, à l'endroit où il y a la caméra, c'est qu'on s'aperçoit que ce qui est extrêmement important, et ça rejoint un peu ce que disait le ministre, si on arrive dans certaines zones à sécuriser comme on le fait des poches de forêt, certes réduites, mais où
où il y a énormément de cochons, énormément de muntjacs, etc., ça devient le supermarché du tigre qui vit dans les environs, dans une forêt peut-être plus pauvre, mais où il y a moins de proies, et il va passer par notre forêt pour justement aller chasser. Et c'est ce qu'on semble observer actuellement à Soupayang, parce que Soupayang est connecté à une réserve forestière qui fait 20 000 hectares. Donc réserve forestière dit un statut provincial, pas de Jakarta, où seulement la forêt est protégée, mais tous les animaux qui ne sont pas protégés dans la loi, comme le cochon, comme les muntjacs, qui ne sont pas protégés dans la loi en Indonésie, peuvent être chassés. Et donc, du coup, on a le syndrome de la forêt vide, un habitat qui est là, des primates qui sont là parce qu'ils ne sont pas chassés, mais tout ce qui est au sol, malheureusement, il n'y en a pas autant qu'avant, et les tigres ont un souci à ce niveau-là. Donc, le fait d'avoir la réserve de Soupayang adjacente de cette réserve forestière fait que les tigres de la réserve forestière viennent dans nos terrains pour chasser, puisque nous, on peut voir aujourd'hui carrément des cochons en pleine journée, quoi. Tellement il y en a et qui sont pas farouches. Donc, c'est là l'importance. C'est du coup, à Sumatra, le lieu où on doit identifier ces poches de forêt va être extrêmement important. Encore plus qu'à Bornéo, si on veut parler du tigre. Il faut que cette forêt-là soit accessible et devienne un garde-manger où vraiment là, il y a, la chasse est prohibée, quelle que soit l'espèce. Alors ensuite, on a une question. Juste une petite interruption, juste pour vous dire qu'il reste plus beaucoup de temps. Voilà, je prête donc encore quelques Alors, je questions vais et essayer de après faire court dans mes on va réponses. arrêter, mais voilà. Merci. Et il y a une question de Jérémy. Est-ce que le prix des forêts à l'hectare augmente avec l'arrivée de la capitale à Bornéo et sur les autres îles avec le développement économique? Alors non, pas. Alors dans la zone de la capitale, oui, évidemment, mais la capitale est quand même très très éloignée de là où on se trouve, donc il n'y a pas d'impact en tout cas dans les zones où on travaille. Le foncier, c'est simplement aux alentours de la capitale et dans l'est de Bornéo où les prix augmentent, mais c'est vraiment sur les terrains directement concernés par la capitale. Alors, autre question de Gorius. Les attaques en justice de non-respect des lois environnementales marchent en France. Est-ce que c'est envisageable en Indonésie? Non, on est à des années-lumière de cela, et donc malheureusement, c'est pas un outil qu'on peut utiliser aujourd'hui. Alors, une question un peu de Nadège qui dit, bon, c'est peut-être un peu annexe, mais elle a un de ses fils qui veut sauver les animaux sauvages du braconnage. Et sa question, c'est quelles études il doit suivre pour aller dans cette direction-là. Il voudrait créer une réserve à terme, etc. Donc, D'accord. Alors, moi, je suis le mauvais exemple puisque j'en ai pas fait d'études, mais Ah bah, après. on va comprendre. Mais je dirais que les voies classiques, ça va être vétérinaire, biologie ou éthologie. Et ensuite, c'est vraiment, il faut faire du concret, quoi. Il faut faire ses preuves je suis passé par la case zoo quand j'étais jeune. Et voilà, mais les voies classiques, en tout cas d'études, ça va être ça, c'est biologie, vétérinaire et éthologie. Après, je peux peut-être apporter une réponse. Moi, Oui, j'ai viens de valider un BTS GPN en 2024. Un BTS GPN, c'est gestion et protection de la nature. Donc, d'accord. qui permet de valider à la fois des compétences en éducation à l'environnement, mais aussi en gestion et protection de la nature, plutôt avec de la prospection au niveau scientifique, mais aussi en niveau, par exemple, faire des chantiers de génie écologique pour permettre de réouvrir un milieu, par exemple. Donc, après, je ne sais pas en quelle classe il est actuellement, mais ça peut peut-être être une voie. Merci. Alors ensuite, on a une question de Jérémy. Enfin, c'est un commentaire de Jérémy qui dit qu'il y a des projets de tigres en Inde et au besoin, il peut faire le lien pour partager l'expérience. Hein. Jérémy Grasset, pour information. Hein. C'est un commentaire, c'est pas une question. Ensuite, il y a une question de Rose. Le film, alors, il y a sur la sensibilisation. sur la sensibilisation, les écoles en Indonésie sont-elles des activités d'éducation à l'environnement comme on le fait en France? Et Non, malheureusement, c'est pas du tout quelque chose de répandu. est-ce que le film sauvage peut être diffusé en Indonésie? À diffuser, les distributeurs des cinémas en Indonésie, je pense qu'ils ne vont pas apprécier le film parce que c'est toujours enfin, les intérêts vont pas dans le sens du pays, donc malheureusement, je pense pas. Et puis on n'a pas la main sur ça, de toute façon. Ah non, on n'a pas la main, mais bien évidemment, en plus, évidemment.
Alors, il y a ensuite une question de Julien. Si la loi indonésienne ne permet pas d'avoir une gestion des forêts publiques comme au Kenya, ne serait-il pas intéressant, si les relations avec le ministre se développent, d'essayer de faire évoluer la loi? Évidemment, mais je vais y aller mollo quand même, parce que je vais attendre qu'il officialise les réserves de Calaouette. Et voilà. Et ensuite, encore une fois, il faut bien voir que la position du ministre n'est pas forcément celle du président. Donc voilà, mais effectivement, moi je rêverais avec les moyens de Calaouette qui augmentent, pouvoir aider concrètement, comme on sait que dans toutes les zones de protection en Indonésie gérées par l'État, tous les parcs nationaux, etc., il y a des soucis, parce que justement le droit à la terre, la légitimité des gens qui vivaient là depuis des années en fait jamais été respectée, les gens ont été justement expropriés pour la conservation. Donc il y a des soucis, etc. Moi, c'est sûr que j'aimerais pouvoir avoir plus de poids pour gérer des zones qui ont déjà un statut de protégé par l'État. Mais encore une fois, il faut que ça soit fait à 100%. On ne peut pas demander à des donateurs qui aident Calaouette dans l'idée de protéger un parc national et que nous, quand on intervient sur place, par exemple, de ne pas avoir la main et qu'on n'ait pas, si on voit des problèmes, qu'on ne puisse pas agir parce qu'il y a des intérêts d'un tel et d'un tel. Donc c'est compliqué, mais oui, effectivement. S'il y a un dialogue direct avec les autorités et les plus hautes instances qui continuent à être bons, il y a toujours plein d'idées qui peuvent germer. Donc, mais en tout cas, c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour espérer aller dans ce sens-là, en tout cas. Alors, je ne sais pas si, peut-être une dernière question de Mégane. Est-ce que tu prépares un nouveau livre? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour le moment. Il y a un message de Evelyne que tu n'as pas lu, Arnaud. Oui, c'est vrai. Aussi beau, Chani. C'est pas une question, c'est une affirmation. Surtout avec la barre de 3 jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'est bon. On est à la fin. Si un nouveau don est à faire, lequel en priorité? Alors déjà, si vous n'êtes pas ami de Calaouette, c'est ami. Vous savez, alors je vous ai annoncé encore des bonnes nouvelles sur des nouveaux partenariats pour protéger la forêt, tout ça. Mais pour faire fonctionner la machine sur le long terme, vous le savez, c'est vraiment les amis de Calaouette. Donc, c'est vraiment le plus important. Et la priorité aujourd'hui, alors il va y avoir cette année, on va un peu avoir besoin de sous justement pour le relâcher, puisque tout ça redevient d'actualité. Donc, on va avoir besoin de soutien pour le relâcher. C'est d'actualité pour cette année. Et sinon, c'est pour la forêt. Est-ce que je peux ajouter une petite chose sur les amis, justement? On est en train de faire une mise à jour du site internet. Normalement, ce sera en ligne la semaine prochaine. Merci Fabien. Et merci Arnaud et Nathalie qui ont suggéré l'idée. C'est que pour les amis de Calaouette, donc comme dit Chani, c'est vraiment la chose la plus importante pour nous, hein, le don mensuel. Et désormais, il y aura 2 choix possibles pour les amis. Auparavant, on en avait 3, mais on a réfléchi et on s'est rendu compte que c'était plus logique, plus pertinent pour nous de proposer 2 types de dons mensuels. Vous avez toujours le parrainage et le don, donc l'ami de Calaouette, qui devient maintenant le gardien de la forêt. Et ça, la nouveauté, c'est que ça vous permettra de recevoir chaque mois des petites nouvelles, un petit message avec par exemple des images des caméras trappes prises dans nos forêts. Donc ça, c'est le don mensuel qu'on appelle maintenant le gardien de la forêt et qui va nous aider pour toutes nos activités de protection de la forêt, pour faire vivre l'association. Et voilà, et comme dit Chani, c'est vraiment prioritaire. Et après, il y a toujours les dons ponctuels, là, qui ne changent pas. Donc pour la forêt, pour Calaouette ou pour les parrainages. Mais les amis de Calaouette, donc maintenant, on a 2 choix et on vous encourage à devenir un gardien, une gardienne de la forêt. Voilà, merci. J'ai une petite intervention. Je rebondis sur un commentaire de Brice. Commentaire, abonnement et like sur les réseaux. Oui, Brice, merci de le souligner. Ça nous aide beaucoup que vous likez, que vous vous abonniez à la chaîne YouTube, que vous soyez Relayez. sur, voilà, que vous relayez. Donc, on est sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta et Chani sur TikTok et la chaîne YouTube de Chani. Voilà, si vous pouvez liker, commenter, relayer, ça met en avant l'assaut et rien que ça, pour moi, je considère que c'est un travail de bénévole. Et effectivement, Brice, tu dis les algorithmes, oui, ça met en avant l'assaut et ça nous donne de la visibilité. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est super et ça nous aide beaucoup. Je vois une question de Rose Être Amie qui est la même chose qu'une adhésion. En fait, il n'y a pas d'adhésion à Calaouette. C'est un terme qui est couramment employé, mais nous, il n'y a pas d'adhésion. On a des donateurs, on a des bénévoles, des sympathisants.
Mais voilà, on est donateur. Un donateur, voilà, c'est comme une adhésion, mais on préfère parler on emploie un même mot pour tous les types de dons. Je ne sais pas si je suis très claire, Donc, c'est une voilà. adhésion. C'est oui, 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 Voilà. vous êtes Enfin, adhérente de oui, enfin, il y Callaway a si pas vous avez le fait mot un avis. adhésion, oui, c'est Ouais. pareil, mais il n'y a pas le mot. On voit aussi qu'on a une suggestion de David et Emma. On espère que la prochaine AG sera en live. Bon, je ne sais pas si c'est techniquement possible. C'est vrai que c'est intéressant, mais voilà, c'est On tout. peut y réfléchir, ouais. C'est vrai que ça serait On peut bien. peut-être l'enregistrer, simplement. Ouais. Oui, Ouais. parce que c'est long, une AG, ouais, c'est Oui, vrai. tout à fait, oui. J'ai pas compris là, cette question. Alors, moi, j'ai On a encore des questions? à Jérémy, Oui. des petits bus à 25 € sur 3 jours par poste aiderait à avoir plus de visibilité et de dons. Oui, c'est une suggestion de. Il faut qu'on regarde ça, effectivement. On pourra en parler avec Jérémy? Ouais, on verra. Je Pourquoi pas. pense qu'on a fait le tour des questions, j'espère. On va Ben, voir super. quelqu'un. Et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Julien en début de réunion, et je pense que Patricia sera d'accord avec moi. On est preneur si vous avez envie d'organiser quelque chose dans la région où vous habitez, que ce soit dans votre ville, votre village, n'importe où, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, les nouveaux bénévoles sont les bienvenus, n'est-ce Ou pas? ailleurs même, dans Oh d'autres oui, pays. Ailleurs aussi, oui. on est à la recherche d'ailleurs de bénévoles. Donc, si les personnes sont intéressées, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Belges sur le live ici, mais Ok, je vois un message de Ouais, Jérémy. Bah, écoute, on Oui, prendra contact en dehors de la réunion pour ouais, effectivement ouais, en reparler. ouais. C'est une très bonne idée. Et au sujet des bénévoles, j'ajouterais que on accueille bien sûr tous les bénévoles et puis enfin, je pense qu'on fait un bon travail d'équipe justement pour accueillir les bénévoles et puis leur donner des infos, les aider quand ils font monter des stands avec Constance, avec Karine, Nat s'occupe des réseaux sociaux. Donc on arrive à faire quelque chose de sympa. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Et encore merci à vous tous, hein, bénévoles, volontaires, donateurs qui soutenaient, qui faisaient plein de choses pour Callaway. Encore une fois, moi, je suis un peu dans le nez dans le guidon ici, et, un peu déconnecté. Mais voilà, donc je voulais encore vraiment vous remercier parce que, encore une fois, c'est un travail d'équipe, tout ça, on le voit bien encore aujourd'hui. Et je pense qu'on devra refaire comme ça des visios. C'est sympa de pouvoir échanger comme ça en direct et de répondre à vos questions. Donc, faudra remettre ça, Constance. marche. Et je termine juste avec la date de notre prochaine Assemblée générale. Pour ceux qui veulent déjà le noter sur leur agenda, ce sera le samedi 14 juin sur Paris. Et on verra pour faire un visio. On va y réfléchir. moi, je voudrais répondre à Super. Julien qui me dit qu'il est de Lille. C'est pas loin de la Belgique. Effectivement, en plus, on a souvent des stands dans cette région-là. Il peut toujours prendre contact avec moi via Callaway Belgique. Voilà. Alors moi aussi, je voulais rebondir. Si jamais vous êtes autour de la Suisse, n'hésitez pas à me contacter parce que là, on a la sortie du film Sauvage en Suisse alémanique à partir de février. Et j'ai besoin de distributeurs de plaquettes Callaway dans les cinémas à la fin des films. Donc, si vous habitez près de Bâle, voilà, côté français, ben, ça m'intéresse. Ou même du côté de Dijon pour passer de l'autre côté. Ça va commencer en Suisse, le film Sauvage, en février. Merci. On a Megan aussi qui Non, mentionne, on va pas parler, on a tellement de sujets, on va même pas parler de la course des oui, héros. on va devoir arrêter. Constance, si tu veux en dire deux mots. Oui, rapidement, pour conclure, oui, la course des héros, effectivement, là, elle est lancée. On a des participants, donc, enfin, on va participer à celle de Bordeaux et de Lille cette année. Les inscriptions sont déjà possibles. Je rappelle, l'idée, c'est qu'en fait, les participants qu'on appelle les héros, en fait, ont 6 mois pour collecter un minimum de 250 € pour l'association de leur choix, donc pour Callaway. Et tout ça, ça se fait en ligne de manière hyper intuitive, facile. Franchement, on vous encourage beaucoup, enfin, tous ceux qui ont envie de nous aider à le faire. Et l'événement du mois de 18 mai, je crois, de mémoire,
et du 15 juin pour Paris, 18 mai pour Bordeaux et 15 juin pour Paris. C'est en fait l'événement de clôture où les participants se réunissent pour marcher, courir. Enfin, c'est pas, faut pas avoir peur du mot course, c'est ça qui peut freiner. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, bah, c'est avec grand plaisir. Envoyez-moi un petit message peut-être à calawet.france@yahoo.fr et je vous expliquerai comment faire. Donc il faut s'inscrire en ligne. C'est possible depuis cette semaine. Et après, il faut faire votre collecte et on peut vous aider, vous donner des petites idées pour que ce soit facile pour vous et que ça fonctionne. Ouais, et Voilà. puis, Donc on va devoir se quitter, malheureusement. Un grand merci. Et puis oui, si on peut faire ça, ce serait chouette, quoi. Ouais, définitivement. Un grand, grand, grand merci à tout le monde. Et on se dit à la prochaine fois. Et promis, je vais refaire encore des petites vidéos pour vous tenir au courant. Même si je suis long, mais je vais faire tout ça. Merci, Chani. Merci, Super. Chani. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, Au merci à revoir. tous, Au merci. Au revoir. revoir. Au revoir, Constance, Au revoir. Chani.